Bonjour à toutes et à tous, la fin d'année approche, on va donc en profiter pour vous présenter les grandes innovations photo-vidéo de l'année. Pour commencer, en début d'année, OM System a annoncé l'OM1, le premier boîtier de la marque avec ce nouveau nom, et qui était également le premier boîtier micro 4 tiers avec un capteur empilé. C'était donc une très belle nouveauté puisque ça a permis de diminuer le coût d'entrée pour avoir un capteur empilé qui permet de figer l'action beaucoup plus précisément puisque lorsqu'on enregistre une image sur un capteur, elle est enregistrée ligne par ligne et donc sur des capteurs standards, on a une légère latence entre la première et la dernière ligne, ce qui fait qu'on peut avoir des déformations assez peu esthétiques de l'image et ces déformations-là sont extrêmement réduites, voire presque inexistantes sur des capteurs empilés puisqu'ils lisent beaucoup plus vite que les capteurs standards. Cependant, c'est du matériel plutôt cher. Si on prend en plein format, c'est des boîtiers qui vont commencer aux alentours de 5-6 000 euros. Alors que là, grâce à l'OM1, on est sur un boîtier à environ 2 000 euros qui a cette option-là. Donc les photographes sportifs et animaliers ont bénéficié d'une très belle évolution sur ce début d'année. Et ils ont d'ailleurs encore profité d'une nouvelle sortie en début d'année, puisqu'il y a eu les EOS R7 et EOS R10 de Canon, des boîtiers avec un capteur APS-C à un prix très faible par rapport aux performances qu'ils offraient, particulièrement l'EOS R7 qui proposait un capteur stabilisé, une très bonne batterie, une très bonne prise en main pour les personnes qui ont de grandes mains mais qui veulent quand même un boîtier APS-C, une rafale jusqu'à 30 images par seconde en photo et pour autant des performances vidéo assez intéressantes puisqu'on retrouvait de la 4K jusqu'à 60 images par seconde, du 10 bits et tout ce que l'on peut vouloir dans un boîtier de ce niveau de gamme-là, le tout avec une mise au point automatique ultra performante. On a fait plusieurs vidéos sur ces boîtiers, donc si vous voulez en savoir plus, allez voir les tests qu'on a réalisés au moment de la sortie de ces boîtiers-là. Et les nouveautés sur les petits capteurs ne se sont pas arrêtées là, puisque Fujifilm a sorti le X-H2 et le X-H2S cette année. Donc à la fois un boîtier avec un capteur APS-C empilé, encore une fois le premier au monde, et avec un budget à nouveau bien inférieur à celui des capteurs plein format. On est de base à 2 800 euros pour le X-H2S, donc avec un capteur plus grand que l'OM1. Et la marque a aussi pensé aux photographes plus de paysages, de portraits qui n'ont pas besoin justement de cette rapidité de lecture du capteur en sortant un boîtier avec un capteur ultra défini, le X-H2 avec ses 40 millions de pixels, qui est vraiment parfait pour les personnes qui ont besoin de beaucoup de détails mais qui encore une fois n'ont pas envie de mettre le budget d'un plein format haute résolution. Donc sur les petits capteurs, on a vraiment eu de belles nouveautés cette année sur les hybrides. On a également eu le GH6 qui était très intéressant pour les vidéastes, avec un capteur micro 4 tiers mais bourré de performance comme c'était déjà le cas pour le GH5 à sa sortie. On retrouve notamment dans ce boîtier de la 4K jusqu'à 120 images par seconde, du 4.2 10 bits, du Vlog, une optimisation de la plage dynamique en temps réel. On a vraiment beaucoup de choses extrêmement avancées pour les personnes qui veulent faire notamment de la fiction, des vidéos où on peut avoir le temps de se poser et de bien cadrer. Par contre, la limite reste toujours la mise au point automatique, c'est pas le boîtier qui sera le plus adapté à ça à cause du mode de détection de contraste. Ce qu'il faut retenir, c'est que si vous pouvez avoir quelqu'un qui est toujours derrière l'appareil photo, qui peut donc se permettre de faire le point, c'est un excellent boîtier pour filmer. Encore une fois, si vous voulez plus de détails, on a fait un test en profondeur de ce boîtier, on vous invite à aller le voir, puisqu'on y parle des petites nuances, notamment de la mise au point automatique. Le GH6 est d'ailleurs en compétition avec la FX30 qui elle a un capteur APS-C, un vrai design de caméra et qui sur beaucoup de points est très similaire au GH6, même s'il y a des points forts et des points faibles pour les deux appareils, là ça dépend vraiment des utilisations et notamment sur la question de la mise au point automatique. Puis sur la fin d'année, on a eu des belles nouveautés sur le plein format. Canon a mis à jour son EOS R6 Mark II, même s'il n'y a pas eu de grandes nouveautés pour les personnes qui n'ont pas encore d'EOS R6 et qui voudraient ce type de boîtier, ça permet d'avoir des petites évolutions, notamment le mode pré-rafale qui peut être très utile en animalier. Et puis Sony a sorti l'Alpha 7R5, son boîtier est vraiment optimisé pour les personnes qui font de la photo de portraits, de paysages, des photos où on a besoin de beaucoup de résolution, ou alors les personnes qui font de très grands tirages. La marque n'a pas changé cette fois-ci le capteur à l'intérieur, mais la stabilisation a été améliorée, beaucoup de modes ont été rajoutés pour pouvoir faire notamment de la prise de vue haute résolution à main levée. C'est vraiment une mise à jour de l'Alpha 7R4 pour le rendre encore plus performant et encore plus actuel. Et sur les optiques, on a également eu des nouveautés assez intéressantes, notamment chez Nikon, on a eu un 600 mm f4 en monture Z qui intègre un convertisseur de 1,4 fois, ce qui est quand même très pratique puisque lorsque l'on ajoute un téléconvertisseur sur une optique, on est obligé de la démonter, ça prend du temps. Là au moins ça permet de rester très polyvalent. Après l'inconvénient c'est que c'est un objectif beaucoup plus cher que les autres 600 mm f4 qui existent sur le marché.
Et en plus de ça, les disponibilités risquent d'être très compliquées puisque tous les téléobjectifs Nikon malheureusement mettent beaucoup de temps à être disponibles. Chez Sony, il y a eu la sortie du 16-35 Power Zoom qui est assez intéressant puisqu'il offre un zoom électronique, donc pour toutes les personnes qui font de la vidéo et qui ont besoin de faire des zooms précis, où on ne veut pas justement qu'il y ait d'accélérés, de ralentis qui ne sont pas esthétiques, ça permet de le faire très facilement. C'est des solutions qui existaient déjà sur quelques optiques Sony, mais malheureusement en plein format c'était uniquement sur les optiques ciné, il fallait sinon utiliser des optiques APS-C, maintenant on l'a sur une optique plein format donc ça c'est top. Maintenant, on va essayer de deviner ce que 2023 va pouvoir nous apporter, quelles seront les nouveautés, qu'est-ce que l'on aimerait bien avoir dans les boîtiers photo-vidéo, et ça on vous en parlera la semaine prochaine.